Bien, bon, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être si nombreuses. Merci à Daniel d'être descendu de Paris pour nous. Tu es maîtresse, je sais que tu n'aimes pas que je dise comme ça, mais moi j'aime bien. Maîtresse de conférence à Paris-Sorbonne, hydrogéologue, et qui dit hydro dit eau, et cette eau nous intéresse évidemment en tant que citoyenne et en tant que citoyen, et merci de nous donner tes éclairages scientifiques sur la question. Merci à toi. Alors, merci Annette et Christian de m'avoir invité, de me permettre de vous présenter ce sujet qui effectivement est un enjeu majeur aujourd'hui et puis dans un futur, enfin dès demain aussi, hein. Donc, je suis Danielle Valdès, je suis maître de conférence en hydrogéologie à Sorbonne Université. Donc, je travaille sur les eaux souterraines avec deux sujets principaux. Je travaille beaucoup sur la nappe de la Cré, donc qui est dans tout le bassin parisien, qui est une nappe avec un enjeu majeur pour l'alimentation en eau potable du bassin de Paris. Donc, je travaille sur les contaminants agricoles notamment, comment ils passent de la surface à la nappe et sous quelle forme. Et je travaille sur plein d'autres sujets, mais un deuxième sujet principal, c'est la recharge maîtrisée. C'est qu'est-ce qui se passe quand on infiltre volontairement des eaux non conventionnelles, donc des eaux qui ne sont pas parfaitement propres dans le sous-sol. Est-ce que la nature va dépolluer tout ça ou pas? Voilà. Les potentialités, mais aussi les risques de ces techniques-là. Alors, pour introduire le sujet, je vous ai présenté les objectifs de développement durable de l'ONU qui ont été définis en 2015. Donc, il y a 17 grands objectifs de développement durable. On voit qu'il y en a 2 qui concernent directement l'eau, hein. Donc, à chacun, c'est des défis avec des cibles à atteindre pour tous les pays, avec des attendus qui sont différents en fonction des possibilités de chacun. On a un grand défi eau propre et assainissement, un deuxième grand défi vie aquatique. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'eau, on va la retrouver dans la totalité des défis, hein. On la retrouve dans pauvreté, la faim, la santé, l'énergie, l'industrie, le changement climatique, la vie terrestre, etc. Finalement, l'eau, on va la retrouver dans la totalité des enjeux de demain. Il y a un paradoxe, c'est que sur Terre, on a des ressources en eau qui sont abondantes et on n'en prélève que 9%. Pourtant, on a des pénuries un peu partout dans le monde. On a en fait 2 types de pénuries. Des pénuries d'eau physique, donc il y a des endroits où il n'y a pas d'eau, hein. Au-dessus, c'est la carte de la pluie. Donc en orange, donc ces 3 couleurs, c'est des zones où il y a des pénuries. En bleu, donc on voit toute l'Afrique, hein, toute l'Afrique, le Moyen-Orient, qui est en pénurie forte, l'Amérique centrale également. Et en haut, c'est la carte des pluies. Donc il y a des zones dans lesquelles on a pénurie d'eau parce qu'il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez de pluie, hein. On est à 15-30 cm d'eau par an. Mais on a aussi des pénuries d'eau économiques. Les zones qui sont en violet, il y a de l'eau. Dans cette zone, par exemple, on a des cumuls de pluie de 3 mètres d'eau parfois. Donc il y a beaucoup d'eau, mais on n'a pas les moyens économiques d'accéder à cette eau. Parce qu'on n'a pas de quoi faire des barrages, des puits, des forages, etc. Donc la faim, elle n'est pas toujours liée à un manque de ressources. Elle est parfois juste liée à un manque d'accès à la ressource en eau. Alors là, je vous ai mis quelques chiffres qui sont assez alarmants, hein, sur l'état de l'eau. Donc d'abord sur l'eau potable et l'assainissement. On a dans le monde aujourd'hui 3 personnes sur 10 qui n'ont pas accès à de l'eau potable. On a 6 personnes sur 10 qui n'ont pas accès à des installations sanitaires. On a plus de 80% des eaux usées, donc les eaux usées, c'est les eaux qu'on utilise nous pour notre consommation, hein, qui sont déversées directement, sans traitement, dans la rivière et dans la mer, sans dépollution. Sur les usages de l'eau et les ressources disponibles, on a aujourd'hui 40% de la population mondiale qui est affectée par des pénuries. On a 1,7 milliard de personnes qui utilisent beaucoup plus d'eau que ce dont elles disposent en local, donc qui importent de l'eau. Bon, je vais arrêter après ces listes, hein, mais ça me paraît important de vous lister quand même tout un tas de chiffres comme ça. On a 70% de l'eau prélevée qui est utilisée pour l'irrigation. C'est des chiffres à l'échelle mondiale, hein. Et puis, on a des risques liés à l'eau. On a les inondations avec 70% des décès de catastrophes naturelles. Et puis, chaque jour, on a 1000 enfants qui meurent de maladies dues aux conditions d'assainissement et d'hygiène. Voilà, donc c'est des chiffres qu'on peut rapprocher des ODD, hein.
qui sont très alarmants et sur lesquels il faut absolument, absolument agir. Voilà. Alors, le plan de la présentation, donc ça va être le suivant. On va d'abord parler du cycle de l'eau. Donc, on va revoir le grand cycle de l'eau, le cycle naturel, mais aussi ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau, la manière dont l'homme modifie ce cycle de l'eau. Comment nous, on intervient, ce qu'on récupère, ce qu'on rejette dans l'environnement. On verra ensuite les usages de l'eau. Qu'est-ce que chacun de nous consomme? On parlera qu'est-ce que de manière collective on consomme avec l'irrigation, les industries, etc. On parlera aussi d'eau virtuelle, c'est toute l'eau qui est cachée derrière les objets qu'on utilise au quotidien. Ensuite, on parlera de l'état de la ressource. L'état de la ressource, donc où on en est, donc là on sera beaucoup en France, mais où on en est de la qualité des eaux. Notamment nitrates, pesticides, qui sont des sujets dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Et puis, des aspects plus quantité, les sécheresses, donc la quantité de ressources globales, et puis les sécheresses et les crues. Ensuite, on parlera du changement climatique. Et enfin, l'adaptation. Qu'est-ce que nous dit le gouvernement? Donc, on parlera du plan eau qui est sorti récemment. Et puis, on traitera de quelques solutions, on discutera de quelques solutions, donc les méga-bassines, la recharge maîtrisée et la réutilisation des eaux usées dont on entend pas mal parler en ce moment. Voilà, donc on démarre avec le cycle de l'eau. Donc le cycle de l'eau, on a 97% de l'eau qui est dans les océans, donc qui est de l'eau salée, on n'a que 3% de douce, qui est stockée, cette eau douce, elle est stockée principalement dans la glace et la neige. Une petite partie en souterrain. Donc le milieu souterrain, on appelle ça des aquifères dans lesquels on va trouver des nappes. Et puis une très petite partie en surface dans les cours d'eau et les lacs. Comment ça marche, le cycle de l'eau? Donc ça, on connaît tous. On a de l'évaporation ou de l'évapotranspiration quand on a des plantes. Tout ça, ça va dans l'atmosphère, puis ça redescend sous forme de précipitation, sous forme de neige ou de pluie. Une partie va être stockée, une partie va ruisseler, rejoindre les cours d'eau pour après rejoindre la mer. Une autre partie va s'infiltrer, arriver dans une nappe souterraine, puis circuler soit vers les rivières, soit vers l'océan. Et puis tout ça, ça tourne. Deux chiffres qui me paraissent intéressants, des ordres de grandeur à avoir. Sur les continents, donc c'est une moyenne mondiale, mais c'est à peu près, on est à peu près dans ces ordres de grandeur en France. Il pleut par an 758 mm. Donc 758 mm, c'est finalement une lame d'eau comme ça. C'est 75 cm d'eau qui tombe, chaque année. Et de ça, on a 50 cm qui repart en évaporation. Alors, la notion de ressource en eau. Qu'est-ce que c'est? Parce que là, on a vu qu'il y avait beaucoup d'eau. Finalement, la ressource en eau, pour nous, il faut que ce soit de l'eau douce et que ce soit de l'eau qui soit facilement exploitable. Donc, on a 3 ressources en eau. On a les eaux souterraines superficielles. Donc, c'est les nappes d'eau qui sont peu profondes. On a les lacs et on a les cours d'eau. La ressource, elle va se renouveler en permanence. La ressource, ça va être la différence entre la pluie, donc ce qui arrive, et puis l'évaporation. Et elle va varier dans le temps en fonction des saisons, du climat. Donc elle va varier dans le temps de manière saisonnière, mais aussi sur le long terme en fonction du climat, de l'occupation des sols, de ce qu'on va nous prélever, etc. Ce qui est intéressant, c'est les chiffres. Bon, il y a beaucoup de chiffres dans ce tableau, mais c'est le temps de résidence. Le milieu souterrain, on voit que le temps de résidence moyen, il est de 1400 ans. Ça veut dire qu'une goutte d'eau, elle passe en moyenne 1400 ans sous terre. Donc c'est un milieu qui est très inertiel. Une fois qu'on a contaminé les eaux souterraines, ça va mettre très longtemps à redevenir propre. Et c'est pour ça qu'on exploite beaucoup les eaux souterraines aussi pour l'eau potable, parce que le fait que ce soit un long séjour, on a des eaux qui sont généralement de bonne qualité. Le sol va filtrer, on a quelque chose qui va... Voilà, du coup, on a des eaux qui sont meilleures. Donc ça, c'était le grand cycle de l'eau, mais nous, on impacte largement ce grand cycle de l'eau. Alors, ce qui est souvent appelé le petit cycle de l'eau. Donc le petit cycle de l'eau, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va prélever de l'eau soit en souterrain, dans les nappes, soit dans les cours d'eau. Ça va dans une
station de traitement d'eau potable. Ensuite, une fois que l'eau elle est traitée, elle est envoyée vers les villes, donc ici ou là-bas, ou vers les habitations. Une fois que nous, on a utilisé cette eau domestique, ça devient de l'eau usée qui repart et qui va dans une station d'épuration qui va traiter les eaux usées, qui ne les rend pas potables, hein, c'est très différent, mais qui va les rendre un peu propres, on va dire. Et finalement, ça, c'est rejeté et c'est après rejeté en rivière. On a aussi de l'assainissement non collectif, hein, dans des zones plus éloignées. Donc voilà pour les cycles de l'eau. Maintenant, on va voir les usages de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait avec cette eau? Alors, à l'échelle mondiale, donc on voit là l'évolution. Donc, c'est un graphique, on part en 1900 et puis jusqu'à aujourd'hui. On voit l'évolution des prélèvements d'eau, de la consommation d'eau à l'échelle mondiale. Ce qu'on voit, c'est qu'en 1900, on était à 5000 km3 à peu près, 5-6 000. Et aujourd'hui, on était à 500 et on est à 5000. Donc, on a multiplié par 10. Et on est quand même sur une pente largement ascendante, avec des usages qui sont répartis à l'échelle mondiale, donc principalement l'agriculture, puis l'industrie et puis les usages domestiques. En France, on prélève chaque année, donc c'est les chiffres de 2021, mais ça ne varie pas beaucoup, on prélève chaque année 35,3 milliards de mètres cubes d'eau pour l'eau potable, l'agriculture, les industries, les canaux de navigation et les centrales électriques, avec une répartition qui est variable dans l'espace, aussi bien sur les quantités que sur la distribution entre les différentes activités. Là, c'est le détail des consommations par usage. Ce qu'on voit, c'est que notre plus grande consommation, finalement, c'est le refroidissement des centrales. 56% de l'eau en France est utilisée pour refroidir les centrales. 15% pour l'eau potable, 15% pour l'alimentation des canaux, 6% pour l'industrie, 7% pour l'irrigation, et puis 1% pour d'autres petites choses. Nous, sur ces 35,3 milliards, oui, j'aurais dû prendre à l'envers, en fait, les ressources renouvelables en France, elles sont estimées à 200 milliards de mètres cubes. Donc finalement, chaque année, on prélève 20% de notre ressource en eau. Alors, il y a une partie de cette ressource qui est restituée à l'environnement, hein. Mais il y a une partie qui va évaporer. Donc, c'est restitué à l'environnement, mais ce n'est plus une ressource qu'on peut exploiter. C'est reparti dans l'atmosphère. Il y a une partie relativement importante qui va s'évaporer. Donc, pour chacun des usages, on a pu faire une estimation de la part qui allait être évaporée. Par exemple, pour le refroidissement des centrales, cette eau-là, on a estimé qu'il y avait 7% d'évaporation, ce qui fait qu'il y a quand même 30% qui repart dans l'atmosphère. Un autre usage important, l'irrigation. Il y a beaucoup d'évaporation dans ce cas-là, d'évapotranspiration. On a 80% qui repart, et donc des volumes importants. Au final, ces prélèvements, ils nous font baisser notre ressource. On a 13% des prélèvements qu'on fait qui repartent en évaporation, et donc on a une baisse de la ressource. Alors, ces prélèvements, ils sont faits dans quoi? Ça dépend des usages. Pour l'eau potable, on est à 65% d'eau souterraine. On a vu juste avant, c'est une eau qui est généralement de meilleure qualité. Et le reste en eau de surface. Pour les usages agricoles, on n'est pas moitié-moitié, mais pas loin. Les usages industriels, pareil. Et puis, pour les canaux et le refroidissement des centrales, cette fois-ci, c'est exclusivement de l'eau de surface. En fait, il faut faire un compromis. C'est plus facile de pomper de l'eau de surface, mais elle est de moins bonne qualité. Donc après, on fait un compromis entre les deux en fonction de ce dont on a besoin. Les prélèvements, en France, ils n'ont pas beaucoup évolué, hein. Ça, c'est un graphique de 2000 à 2019. Et en fait, on n'a pas vraiment d'évolution. On n'est pas sur la pente énorme qu'on a vue en tout début, la pente mondiale qui montre que les prélèvements augmentent. Nous, on est à quelque chose qui est relativement stabilisé. On va voir spécifiquement l'eau potable. Donc ça, c'est une carte de consommation d'eau potable en 2019. Ce qu'on voit, c'est assez logique, hein. Plus c'est foncé, plus on consomme d'eau. C'est qu'on a un peu plus de consommation dans le sud de la France que dans le nord, avec une consommation moyenne qui est de 53 mètres cubes par an et par personne. Bon, c'est peut-être plus simple en litres. Une consommation moyenne en litres qui est de 149 litres
par jour et par personne. Avec des disparités, hein, chacun d'entre nous, on n'utilise pas la même chose. C'est une moyenne qui est plutôt basse, hein, on est dans la moyenne européenne. Il y a des pays qui consomment énormément, les États-Unis par exemple. Non, je m'étais dit que je ne les citerais pas, mais c'est trop tard. Ils sont à 600 litres par jour et par personne, 1 m3 par jour et par personne. Et puis, il y a des zones, en Afrique subsaharienne, on est entre 10 et 20 litres par jour. Voilà. Donc ça, c'est à retenir, hein, 150 litres par jour, avec une répartition, donc on a vu 66% en souterraine, 33% en surface. Un chiffre important sur les eaux potables, c'est le taux de fuite. On a 20% de fuite à l'échelle française. Donc ça coûte très cher de rendre l'eau potable. C'est vrai qu'il y a 20% qui repart. Alors, ce n'est pas une perte pour la ressource, hein, ça revient, ça va s'infiltrer, repartir à la nappe, mais bon, c'est dommage de traiter de l'eau pour qu'elle reparte. Un prix moyen, je crois qu'ici on est bien plus bas, j'ai regardé, un prix moyen de 4,30 € par mètre cube qui est réparti à parts égales entre la part pour l'eau réellement et la part pour l'assainissement. L'eau qu'on va utiliser, il faut après la nettoyer et c'est compris dans le prix. Cette eau, elle nous sert à quoi? Chez nous, elle sert à 1% pour la boisson, 6% pour la cuisine, 6% pour voiture, jardinage, 10% pour la vaisselle, 12% pour le linge, 20% pour les sanitaires, 39% pour les bains et les douches, et quelques pourcents pour d'autres choses. Donc finalement, on a 2 postes importants sur lesquels on peut agir. Enfin, on peut agir sur tous, hein, mais ces 2 postes, c'est assez facile de diminuer, hein. Une douche, ça dépend du temps qu'on passe, hein, mais ça va être 30 litres. Un bain, on va être à 100, 150 litres. Les sanitaires, il y a les réducteurs, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on peut facilement réduire le volume qui est utilisé. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est les 2 postes sur lesquels on peut le plus agir au niveau individuel. Alors, en plus de cette eau potable, il y a ce qu'on appelle l'eau virtuelle. Ouais, j'aurais dû vous afficher ça d'abord, mais quelques chiffres repères. Un lave-vaisselle, ça va nous faire 20 litres d'eau. Arroser un jardin de 100 mètres carrés pendant 1 an, c'est 2000 litres. Une famille de 4, pendant 1 mois, elle consomme à peu près 15 000 litres. Une demi-piscine, c'est à peu près 30 000 litres. Voilà, pour avoir des ordres de grandeur. Derrière chacun de nos produits de consommation, en fait, il y a de l'eau. Il y a de l'eau qui est utilisée. Donc là, c'est quelques chiffres, hein. Pour produire 1 kg de tomates, en fait, on va consommer 215 litres d'eau. Pour la plante en elle-même, voilà. 1 kg de pommes, 700 litres. 1 kg de maïs, 1200 litres. 1 kg de riz, 2500 litres. Quand on passe à la viande, là, on est dans une gamme bien au-dessus. 1 kg de bœuf, 15 400 litres. Donc une entrecôte, bon, ça dépend de la taille de l'entrecôte, hein, mais on est à 5, 6, 7 000 litres. 1 kg de poulet, c'est beaucoup moins. Le mouton, le porc, je crois qu'on est à 5 000, on est un petit peu au-dessus du poulet. 1 kg de 3 300 litres. Bon, d'autres exemples en bas. Un exemple qui va faire plaisir à mes copines. Un café, 140 litres. Une bière, 75 litres. Boire de la bière. Bon, ça, c'est toute l'eau cachée qui est derrière les aliments qu'on consomme, mais il y a aussi de l'eau cachée derrière des produits qu'on consomme. Un t-shirt, c'est 2000 litres d'eau. En fait, il faut faire pousser le coton, puis le nettoyer, puis le teindre, etc., etc. Un jean, 11 000 litres d'eau. Une voiture, 30 000 litres. Un ordinateur, 100 000 litres. Donc, c'est des coûts en eau qui sont extrêmement importants. Au final, on n'est plus à 150 litres par jour, hein. L'eau virtuelle qu'on consomme en France, elle est de 4 000 litres par personne et par jour. Donc ça, c'est aussi des points sur lesquels nous, on peut agir, hein. Notre surconsommation de tout un tas de produits, nos modes d'alimentation, c'est des points sur lesquels qui peuvent modifier nos bilans en eau. Donc ça, c'est la carte du monde avec les circulations d'eau virtuelle. Donc on retrouve l'Europe en rouge, donc avec du coup l'Europe qui importe de l'eau, qui importe beaucoup d'eau, et puis d'autres pays qui vont exporter des produits et donc de l'eau. On a 20% des échanges d'eau virtuelle qui sont liés au coton, 8% pour le café, le thé et le chocolat, et 88% pour l'ensemble des produits agricoles.
Donc là, ben voilà, on fait circuler finalement de l'eau virtuelle partout dans le monde. Donc voilà, en gros, sur les usages de l'eau. Maintenant, on va voir comment nos usages, nos prélèvements et puis nos rejets d'eau qu'on a pu utiliser impactent la ressource. Alors, on va d'abord parler de la qualité de la ressource. Alors, la qualité de la ressource, donc la ressource, elle est soumise à différents types de pollution. Donc, on va les prendre. On a des pollutions bactériologiques, des pollutions d'hydrocarbures, des pollutions physico-chimiques et puis des pollutions liées nitrates, phosphates et pesticides. Alors, on a d'abord les zones urbaines. Les zones urbaines, là, on a la totalité des pollutions possibles. Donc, on a des pollutions. On a quoi? On a tout le ruissellement sur les surfaces imperméabilisées qui vont apporter des hydrocarbures, qui vont apporter toutes les déjections en ville. J'ai des collègues qui travaillent là-dessus. Finalement, ça apporte énormément de bactériaux, de pollution bactériologique. On va avoir, nos eaux usées qui arrivent, l'usage de produits dans nos jardins, pour nos diverses activités. Donc nous, en ville, on a la totalité des polluants possibles. Les stations d'épuration. Donc les stations d'épuration, c'est de l'eau traitée, mais c'est pas de l'eau potable, c'est très différent. Et donc il reste des bactéries, il reste des polluants chimiques, il reste des résidus de médicaments, il reste tout un tas de molécules. Les maisons individuelles, on peut apporter aussi des contaminations physico-chimiques et bactériologiques. Les industries, elles vont apporter en fonction de leurs activités des polluants bactériaux et physico-chimiques. L'agriculture et l'élevage, ils vont apporter, donc l'agriculture, par ruissellement, on va pouvoir avoir des contaminations bactériaux importantes, voire très importantes. Et l'élevage va apporter nitrates, phosphates et pesticides. Sur cette figure, on a l'impression que tout arrive à la rivière. En fait, il n'y a qu'une partie qui va aller à la rivière. Notre contaminant, à un moment, il se retrouve sur le sol. Il y a une partie qui ruisselle, qui se retrouve directement dans le cours d'eau. Mais il y a une partie qui va s'infiltrer, qui va rejoindre la nappe pour, à un moment ou à un autre, quand même, se retrouver au cours d'eau ou se retrouver à la mer. Okay, mais on n'a pas que l'apport à la rivière, enfin l'apport direct à la rivière. Donc on a tout un tas de pollutions. Voilà ce que ça donne à l'échelle mondiale. Donc on a des indicateurs. Donc là, c'est un des indicateurs des objectifs de développement durable qui s'appelle une eau ambiante de bonne qualité, donc qui est définie par tout un tas de paramètres. Et voilà la carte du monde. On voit qu'il y a beaucoup de pays qui sont en gris, qui n'ont pas encore fait remonter les infos. C'est compliqué de faire remonter, que chaque pays fasse remonter dans les temps tout ça. Mais bon, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même des grands pays très développés. On peut juste citer la France, les États-Unis, où on peut imaginer qu'on fait les choses qu'on essaye de faire bien. Et on est donc aux États-Unis, on est entre 20 et 40% des masses d'eau qui sont de bonne qualité. Et en France, on est entre 60 et 80. Donc on est loin d'être très bon. Un des facteurs principaux non, ce n'est pas un des facteurs principaux, mais un facteur très important de la pollution, de la qualité des eaux, c'est le taux de traitement des eaux usées. Est-ce qu'on traite bien nos eaux usées ou pas? Donc ça, c'est une carte du monde avec la proportion d'eau usée traitée correctement. Donc on voit que ça ne marche pas toujours. Aux États-Unis, c'est bien traité, pourtant ils ont des eaux qui ne sont pas de super qualité. Mais on a tout un tas de zones où on est inférieur à 40%. En Europe, globalement, on a quelques disparités, mais on est dans les 80%. En France, on est à 85,5%. Enfin, c'est des données qui datent de 3-4 ans, mais avec un taux de conformité de 90% pour les ouvrages collectifs et 60% pour l'assainissement non collectif. Donc là, il y a un très gros travail des SPANC, les services d'assainissement non collectif. Mais le P,
publics d'assainissement non collectif, voilà, qui œuvrent beaucoup pour avoir quelque chose, pour avoir un assainissement qui soit très bon partout. Alors en France, en France, sur nos eaux de surface et nos eaux souterraines, voilà où on en est. Donc pour définir la qualité des eaux de surface, on a 2 paramètres. On a un paramètre qui est l'état écologique. Donc c'est la qualité de l'eau, mais aussi la faune, la flore, l'habitat. Et on a 43,1 % des eaux qui sont en bon ou en très bon état écologique. Donc on a quand même tout le reste qui ne l'est pas. Et on a 66 % des eaux qui sont en bon état chimique. Sur les eaux souterraines, on a 70 % qui sont en bon état chimique. Okay, donc pareil, le reste qui ne l'est pas. Et on a deux contaminants principaux, les nitrates et les pesticides, qu'on peut retrouver beaucoup. Alors, on va parler des pesticides en premier. En 2001, on est quand même champion d'Europe des usages de pesticides. Et on est le 3e plus gros consommateur dans le monde, après les États-Unis et le Japon. Donc, on est vraiment... voilà, on est un peu champion. Et donc, il y a tout un tas de mesures qui vont être prises. Donc là, je vous ai remis d'autres mesures. Mais en 2000, on a la directive cadre européenne qui nous impose, ce n'est pas des conseils, il y a une obligation d'atteindre un bon état des eaux. Voilà, on n'y est pas encore, hein, comme on vient de le voir. En 2006, on a la loi LEMA. En 2007, on a le Grenelle de l'environnement. Et voilà. Et en 2008, pour les pesticides, on lance le plan Ecophyto 1 avec un objectif. Donc ça, c'est le graphique de quantité de pesticides vendus en France, hein. On voit que ça baisse pas beaucoup, hein. On est entre 2008 et 2020. Donc en 2008, on lance ça avec objectif moins 50% en 2018. Comment ? Oui, c'est pas trop bien réussi, ouais. En 2014, on voit que ça n'a pas vraiment marché, hein. Je crois qu'on a augmenté de 5%, ouais. On lance un 2e plan. Donc en 2015, on lance Ecophyto 2 avec un objectif, cette fois-ci, on est un peu moins ambitieux, de moins 25% en 2020. Donc avec des mesures contraignantes, mais c'est attaqué en justice, donc c'est annulé. En 2018, le plan Ecophyto 2+, avec l'objectif de se passer du glyphosate d'ici 2020, mais sans contrainte. Donc moi, je vous donne que des faits, hein. Je ne commande pas. Et en 2020, finalement, voilà, on voit le graphique, hein. On n'a pas vraiment de baisse. On a au total une augmentation de 10% depuis 2008. Alors que c'est des coûts, ces plans, ils ont coûté très cher. Le glyphosate, il y a une petite baisse, hein, mais c'est toujours utilisé. Et puis là, de toute façon, il est autorisé jusque pour 10 ans. Là, ça a été récemment été autorisé. Voilà, donc ça, c'est la... Bon, je vous ai mis ça en détail parce qu'en fait, c'est intéressant de voir de voir comment les politiques font des plans et qui sont appliqués plus ou moins, appliqués, attaqués. Et puis... voilà. Alors, mais voilà ce que ça donne. En 2010, les concentrations en pesticides et en 2018, et on voit qu'on a une augmentation très forte des concentrations. Là, ce qui ressort très très fort, c'est le bassin parisien, et notamment la nappe de la Cré. Voilà, moi, je travaillais beaucoup là-dessus. Alors, les pesticides, mais on a les mêmes données sur les eaux de surface, hein. On peut aller les chercher. On n'a jamais les données récentes, mais on a accès. Les données en France, elles sont quand même relativement mises à disposition du public. Et on a accès au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans à toutes les données. Voilà. Donc il y a des bases de données, je vous donnerai si vous voulez. Ce qu'on trouve, on trouve 52% de pesticides qui sont autorisés, mais on trouve aussi des pesticides qui sont très anciens. 41% de pesticides qui sont très anciens, qui ont été interdits il y a des années. Certains connaissent peut-être l'atrazine, interdit en 2001 ou 2003, qu'on retrouve énormément aujourd'hui. Bon, je voulais du coup tout fait à l'envers, mais en fait, on retrouve des molécules très anciennes parce que dans le milieu souterrain, on l'a vu un peu tout à l'heure, ça circule très lentement
Et donc, la molécule qui a été mise en surface il y a 30 ans, je peux la retrouver qu'aujourd'hui, peut-être même dans 10 ans ou dans 20 ans. Bon, les résultats globaux, on a des pesticides qui sont présents sur 80% du territoire. On retrouve 300 substances. Alors ça, c'est des données qui datent un peu, hein. Vous avez dû entendre parler de métabolites de pesticides récemment dans les eaux du robinet. Donc on mesure, je sens que je vais dépasser le temps, mais on mesure de plus en plus de molécules et on en trouve de plus en plus. Donc je pense qu'aujourd'hui, la liste, on est bien au-delà des 300. Hein. Voilà, et on a à peu près 14 pesticides, en moyenne 14 pesticides différents par masse d'eau. Donc on trouve vraiment de tout. On trouve pas mal de métabolites. Donc les métabolites, qu'est-ce que c'est? Donc un pesticide, par exemple l'atrazine, on met de l'atrazine en surface et ça va se dégrader, se transformer dans le sol, dans le sous-sol, donc plutôt en surface d'ailleurs. Ça va se transformer et devenir un autre produit qu'on appelle produit de dégradation ou métabolite. Un produit qui va être éventuellement moins toxique, mais éventuellement plus toxique. Et donc, on retrouve beaucoup de, 25%, hein, c'est quand même très important, de métabolites, de produits de dégradation, avec des processus biogéochimiques qu'on ne connaît pas encore très bien, en tout cas pas pour toutes les molécules, et des effets sur la santé qu'on ne connaît pas non plus, peut-être même encore moins. Voilà. Donc ça, c'est pour les pesticides. Pour les nitrates, je ne vais pas dire que c'est positif, mais en tout cas, c'est moins négatif. Donc, on a à peu près la même carte en 2010 et 2017. Donc, il n'y a pas l'augmentation fulgurante qu'on a pu observer sur les pesticides. Mais on a quand même... Donc, la norme eau potable en France, c'est 50 mg par litre maximum. On a quand même 4% des eaux souterraines qui sont au-delà. Et on a donc 8 et 7% qui sont entre 40 et 50. Et puis, on a tout un paquet qui sont quand même entre 25 et 40. Donc, c'est quand même des concentrations qui sont, qui sont importantes. Au global, on a même une très légère baisse. Donc, mais sur certains points, on a une forte augmentation. Donc après, ça va dépendre des régions, ça va dépendre des usages, ça va dépendre de tout un tas de choses. La qualité des eaux va faire qu'on va fermer des captages. On a, entre 1980 et 2019, on a 4300 captages qui ont été fermés en raison de pollution. Beaucoup nitrates pesticides. Donc c'est quand même un sujet, un sujet très important. Après, on a aussi ce qu'on appelle des interconnexions. Donc on a certains points qui sont au-delà des normes, certains points d'eau qui sont au-delà des normes, mais on peut interconnecter et faire des dilutions. Donc ça permet de maintenir le point. Bon, il y a une limite, je ne sais plus laquelle. On ne peut pas utiliser une eau qui est à 300 mg par litre et la diluer, hein. Mais ça permet de maintenir l'usage d'eau qui sont au-dessus des normes. Voilà. Là, je fais un petit aparté parce que j'aime bien. Je vais vous présenter, c'est très succinct, hein, mais ce qu'on fait en recherche justement sur ces questions-là de transfert de contaminants. Ce que je fais, moi, dans la CRE avec mes étudiants. Donc, on travaille dans une carrière souterraine. On est à 30 mètres sous terre. Voilà, on peut voir ici. Hein, là, j'ai un lac souterrain, c'est la nappe qui affleure. Et puis, j'ai de l'eau qui coule au plafond, qui a traversé à peu près 30 mètres. Je sais exactement, on travaille beaucoup avec les agriculteurs qui sont au-dessus de la carrière, qui nous ont donné une chronique ultra précise de ce qu'ils ont utilisé depuis, comme pesticides et comme intrants depuis 50 ans. Et donc, nous, la question, c'est comment, l'eau, mais aussi ces contaminants, tous les solutés, comment ils traversent ces 30 mètres. En combien de temps et sous quelle forme? Est-ce que mes pesticides, je vais les retrouver sous leur forme initiale ou est-ce que je vais avoir un produit de dégradation et comment ça va se transformer? On va sous terre et on fait tout un tas de mesures, donc c'est assez sympa. On va dans les lacs, on prélève, on installe des appareils. Donc avec ça, on fait des prélèvements microbiologiques. Là-bas, on a un pluviomètre qu'on met sous terre, donc ça c'est toujours un peu intriguant. Mais pourquoi vous mettez un pluviomètre sous terre? Il pleut pas? Oui, quand même. On mesure les niveaux des lacs, etc. Et on fait des prélèvements sur lesquels on fait tout un tas d'analyses. Donc ça, je ne vais pas vous le présenter en détail, mais
Ben, on regarde la qualité en détail de nos eaux. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'on avait justement, on a travaillé sur l'atrazine et son métabolite. On a travaillé sur les nitrates, où on voit des augmentations énormissimes de nitrates en 10 ans. Bon, je ne vais pas vous présenter en détail les résultats, mais en gros, ça nous a permis de voir comment ça circulait, comment ça se dégradait, et puis de définir de montrer qu'en fait, on a un gros stockage des contaminants dans ce qu'on appelle la zone non saturée, donc ce qui est entre le sol et la nappe, et que ça avance tout doucement, et que ça va arriver. Il y a des endroits où c'est déjà arrivé, donc ça diminue, mais ce stock, potentiellement, il arrive. Et donc là, nous, c'est l'atrazine, mais les nouvelles molécules qu'on met maintenant, elles sont dans le stock, mais un peu plus en haut, mais elles vont arriver aussi, tranquillement, mais sûrement. Voilà. Sur les aspects quantité maintenant. Sur les aspects quantité, il y a eu un rapport il y a quelques temps sur l'évolution des ressources en eau renouvelables de 1990 à 2018, donc sur 30 ans. Qu'est-ce que ça a montré? Bon, ces chiffres, on les a vus. Moins de la moitié des eaux de pluie deviennent une ressource renouvelable, puisqu'il y a une partie qui repart en évaporation. Un chiffre qui est très intéressant, mais qui fait un peu peur, c'est qu'on a perdu une partie de nos ressources renouvelables. On est passé de 229 milliards de mètres cubes à 197 milliards de mètres cubes. Voilà, donc ça, c'est pas très positif. Donc, c'est des observations. On ne parle pas encore du futur, hein. On a pu voir qu'on avait moins de pluie en automne, voilà, sur les 30 dernières années, et qu'on avait une évapotranspiration qui augmente à toutes les saisons. Voilà, donc une augmentation de l'évapotranspiration et puis moins de pluie l'automne. Ça, c'est juste des observations. Un autre point qui est mis en avant, c'est les restrictions d'eau. On a plus de 30% du territoire français qui est touché chaque année par des restrictions d'usage. Cette fois-ci, on est entre 2017 et 2020. Donc, on ne parle pas de 2022. On va en parler après, mais bon, voilà le bilan sur l'aspect quantité sur la ressource en eau en France. Ça, c'est des cartes, donc avant 2022, des restrictions d'usage de l'eau de surface et d'usage des eaux souterraines. Donc, on voit qu'on a quand même des zones où en 10 ans, donc on est entre 2012 et 2020, un peu moins de 10 ans, on a eu 10 fois des arrêtés. Voilà, beaucoup sur l'eau de surface, un petit peu sur l'eau souterraine. Mais ça, c'est rien par rapport à ça. En 2022, donc ça, tout le monde l'a en tête, je pense, hein. En 2022, voilà la carte en rouge. On a les zones dans lesquelles il y a des restrictions de prélèvement et on a la quasi-totalité du territoire français qui a des restrictions fortes d'usage. Alors 2022, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a un l'hiver qui précède, donc l'hiver 2021-2022, il est très sec. Les pluies hivernales, elles sont très importantes. Quand il pleut l'été, ça repart en évaporation, ça ne recharge pas les nappes. Par contre, de octobre à mars, là, il fait froid, il y a peu de végétation, donc ces pluies qui tombent à ce moment-là, on va les retrouver dans les nappes. Ça fait ce qu'on appelle de la recharge. Bon, mais là, on a un hiver avec peu de recharge, donc les niveaux sont bas. On a un été hyper sec. Bon, voilà, il n'y a plus d'eau ni dans les cours d'eau, nulle part. Quelques chiffres. On a 117 communes sans eau potable le 23 août. On a des niveaux très bas dans les lacs artificiels, une baisse de la production hydroélectrique de 23% au premier semestre 2022 par rapport à l'année précédente. Donc, ce n'est pas que des impacts directs sur l'eau, hein. Et puis, on a des fortes inquiétudes sur les rendements agricoles, l'élevage, etc. Cette vague de sécheresse et de chaleur, hein, on a eu aussi des chaleurs énormes, elle a été bien plus large que le territoire français, hein. On est sur toute une partie de l'Europe, on a eu ces mêmes soucis-là. Voilà, donc ça c'était à la fin donc on a eu l'été 2022, et puis là c'est le niveau des nappes au début de l'hiver qui suit. Donc on voit qu'on a des niveaux plutôt bas qui sont en train de remonter. Et puis cette année, donc là c'est une carte qui date de décembre dernier, donc d'il y a quelques semaines, hein. Cette année on est tout bleu. En fait là on a eu
Alors, c'est variable spatialement, hein, mais on a eu un automne et un début d'hiver très pluvieux, voire très, très, très pluvieux dans le Nord-Pas-de-Calais. Et bah, là, on est en bleu, voilà, et on a eu donc la recharge des nappes. Alors justement, on va parler un petit peu des crues. Donc dans les aspects quantité, on vient de parler de la sécheresse, on a aussi des crues. Le message que je veux faire passer là, donc les crues, c'est quand voilà, les cours d'eau débordent, les inondations. C'est qu'une crue, elle n'est pas que liée à la quantité de pluie. Une crue, elle va être liée évidemment à la quantité de pluie, à l'intensité de la pluie de l'événement, mais elle va être liée beaucoup au contexte géologique, géomorphologique, le fait que les zones soient, que le bassin sur sur lequel ça tombe soit imperméabilisé ou pas, et ça va beaucoup dépendre de ce qui s'est passé précédemment, de l'état hydrique, donc de l'état d'humidité du sol et aussi de l'état des nappes. Donc un même événement, en fonction de son contexte, un même événement de pluie ne va pas du tout donner la même réponse. Donc là, j'ai repris j'ai repris quelques événements de crue qui sont malheureusement célèbres. La tempête Alex sur la vallée de la Roya. Donc là, c'était quelque chose d'assez incroyable. On a eu 573 mm en 24 heures. Je vous ai dit combien par an en France de pluie? Ouais, on est à 750. Donc on a l'équivalent d'une année de pluie en 24 heures. On a une lame d'eau comme ça en 24 heures. Qui a été hyper dévastatrice. Donc ça, c'est un cumul hyper intense. On a eu, là c'est un autre contexte, ravagé en 2013. Cette fois-ci, c'est beaucoup moins. Enfin, c'est beaucoup moins, c'est pas mal quand même. 110 à 180 mm en 48 heures. Mais on est sur ça fait 5 mois qu'il pleut. Les sols sont gorgés d'eau. Et puis on a la fonte des neiges en plus. Donc là, pareil, catastrophe. Un tout autre contexte, les crues de la Somme en 2000-2001. En 2000-2001, donc là, je vous ai dit quoi, 600 mm en 24 heures. Ben là, on n'est que à 1300 mm en 7 mois. Donc c'est rien. Sauf que, en fait, là, c'est une autre crue, c'est ce qu'on appelle une crue de nappe. Là, on a la nappe souterraine qui est tellement haute que ça déborde. Et et voilà. Du coup, et là, le problème de ces crues-là, c'est que, on l'a vu, le milieu souterrain, c'est inertiel. Donc, une nappe qui déborde, elle ne va pas se revider le lendemain. Donc, c'est des crues qui durent plusieurs mois. Voilà. Donc, là, on vient de parler d'événements extrêmes, que ce soit les sécheresses ou les crues. On a quand même un peu l'impression que ça augmente. Enfin, le rapport le dit. Ça augmente. Donc, on sent le changement climatique derrière tout ça. On va voir maintenant ce que c'est que le changement climatique et comment ce que le changement climatique induit sur la ressource en eau et la disponibilité de la ressource en eau. Alors, donc ça, c'est une carte, une carte de l'évolution de la différence de température entre la période 1950-1980. Donc, c'est la période actuelle par rapport à la période à 1950-1980. Et on voit que on a un réchauffement un peu partout, continent et océan, mais qui est plus forte sur les océans, qui est plus forte sur les continents, pardon. Dans l'autre sens, ouais, et sur les pôles. Si on voit l'évolution globale de la température à la surface du globe, voilà, donc on a quelque chose qui est relativement constant. Et puis là, on a une augmentation très forte. Et aujourd'hui, on est quand même entre plus 1,1 à 1,2 degrés. Donc ça, c'est des données mesurées. Donc c'est beaucoup. Et puis on est surtout sur une pente très forte. Le réchauffement climatique, il est associé aux gaz à effet de serre. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est que l'effet de serre? En fait, on a l'énergie solaire qui arrive sur Terre, et puis on a un effet de serre qui va maintenir une partie des rayonnements, une partie de la chaleur sous Terre. Plus j'ai de gaz à effet de serre, et plus je conserve cette chaleur-là.
Les deux principaux gaz dont on entend beaucoup parler, hein, c'est le dioxyde de carbone, ou CO2, et le méthane, qui représente, je ne sais jamais ce chiffre, 90% des gaz à effet de serre associés aux activités humaines. Alors, pardon. Et donc, en fonction des émissions de gaz à effet de serre qu'on va faire dans le futur, on va avoir plus ou moins d'effets de serre et donc des températures, plus ou moins de changement du climat. Donc, il y a tout un tas de scénarios qui sont proposés. Donc bon, déjà, on peut recommencer par là. En 1980 jusqu'à aujourd'hui, on a des données. Donc là, c'est les émissions de CO2. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Donc, on voit l'augmentation importante. Et puis, après, il y a tout un tas de scénarios pour le futur jusqu'en 2100. Des scénarios plus ou moins optimistes, plus ou moins pessimistes. Le scénario, et c'est des scénarios qu'on retrouve dans beaucoup de simulations et beaucoup de résultats qu'on vous présente après dans les médias. Le scénario le plus pessimiste, le 8.5, donc c'est le scénario dans lequel on n'a aucune politique. Voilà, on continue, voilà, on met aucune restriction. Ce scénario-là, ça donne une augmentation de la température moyenne entre 3,2 et 5,4. Un autre scénario, je ne sais pas s'il faut le qualifier de pessimiste, de réaliste, j'en sais rien. RCP6, cette fois-ci, on stabilise les émissions avant la fin du 21e siècle à un niveau moyen. Là, ça donne une augmentation de 2 degrés à 3,7 degrés. Là, on passe dans quelque chose d'un peu plus optimiste, le 4.5. On stabilise les émissions avant la fin du 21e siècle, mais à un niveau faible. Et puis, un scénario très optimiste, on a des très faibles émissions, donc on continue à monter un peu jusqu'en 2050, et puis très faibles émissions. Et donc là, ça donne une augmentation de température de 0,9 à 2,3 degrés. Voilà, donc on a tous ces possibles qui sont des décisions politiques. Alors, on espère qu'on sera plus dans le bleu que dans le rouge. Voilà. Donc, on fait ces scénarios, on imagine donc la manière dont nos émissions à effet de serre. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce que ça va donner sur la ressource en eau, donc sur nos débits, sur nos niveaux de nappe. Donc, comment ça marche, ça? On prend ces scénarios d'émissions, on prend des scénarios d'occupation des sols, on les met dans des modèles climatiques globaux, ça donne des projections climatiques à l'échelle mondiale. Ensuite, on passe à l'échelle, on fait une descente d'échelle, on passe à l'échelle locale, ça nous donne des projections climatiques locales. Ensuite, une fois qu'on a des données de climat local, on les passe dans un modèle hydrogéologique, et puis ça nous donne des estimations de débit et des estimations de tous les compartiments, de niveau de nappe, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein d'étapes. Chacune de ces étapes, elle a des incertitudes, et des incertitudes qui sont très fortes. Donc, il y a le choix du scénario, bien sûr, mais après, on a des incertitudes partout. Donc, ça, c'est un message très important à faire passer. Quand on dit ça va augmenter de 30% la recharge ou ça va baisser, il faut toujours regarder les incertitudes associées à tout ça. Parce qu'on est quand même passé dans toute cette moulinette. Donc, je ne dis pas que ça vaut rien. Moi, je travaille beaucoup sur pas là-dessus, mais sur des choses de ce type-là. Ça a un intérêt, mais regardez les incertitudes associées aux résultats qui sont annoncés. Donc, avec des incertitudes, on a quand même des résultats. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc, on fait tourner tout ça et puis on regarde, du coup, les effets sur le climat. Donc là, c'est le climat, c'est la variation, du coup, de pluie, de débit, d'humidité et d'évaporation entre aujourd'hui ou pas loin, 1986-2005, et la fin du siècle, 2081-2100, avec un scénario pessimiste. Donc, vous devez toujours regarder ça aussi. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la pluie, elle augmente. Donc là, dans le vert et bleu, j'ai une augmentation. La pluie, elle va augmenter, mais c'est très hétérogène. On a une augmentation des contrastes. Donc, on va avoir globalement une augmentation de la pluie, mais des zones où il va pleuvoir plus, et puis des zones où il va pleuvoir moins.
L'évaporation, donc l'évaporation, en bleu, on est dans le positif, donc l'évaporation, elle augmente partout, sauf là où j'ai pas d'eau. Voilà, en fait, il y a des zones où je suis en stress hydrique, j'ai pas d'eau à évaporer, donc il y a le potentiel pour évaporer, mais si j'ai rien à évaporer, j'évapore rien. Mais bon, du coup, ça, voilà, ça va augmenter globalement. Les débits, on a une augmentation très forte des contrastes. On a des zones où on va avoir, donc en rouge, on a des baisses de débit. Donc nous, en Europe, enfin voilà, toute cette zone-là, on a des très fortes baisses de débit. Rouge foncé, là, on est à 40% de baisse de débit annoncée. Voilà. Et des zones où, en bleu foncé, on peut aller jusqu'à 40% d'augmentation des débits. Et enfin, l'humidité des sols. Voilà, on a un assèchement. Donc, dans le rouge, on assèche les sols. On a un assèchement un peu partout. Voilà, qui peut être très important. Les impacts du changement climatique, ça fait quoi? Donc, le premier, bon, il y en a plein, mais des impacts, on va dire. La cryosphère fond à toute vitesse. Donc, on a les glaciers qui disparaissent. On a le pergélisol qui fond. Ça, c'est des images qu'on a un peu tous en tête. Le niveau marin, il augmente avec le réchauffement. Ça, on l'observe déjà. Hein. Il y a des zones où c'est déjà monté. On observe le retrait du trait de côte. Hein. Et en fonction des scénarios, voilà, on pourra avoir une augmentation du niveau marin de jusqu'à 1,2 mètre. Donc il y a tout un tas de zones, ça on entend pas mal parler dans les médias, qui pourraient se retrouver sous l'eau. Donc voilà, les précipitations globales, elles augmentent avec le réchauffement, mais avec des contrastes, donc une augmentation concentrée dans les régions où, avec des contrastes dans le temps et dans l'espace. Donc dans l'espace, on a vu, mais aussi dans le temps. Des périodes beaucoup plus sèches et des périodes beaucoup plus humides. On a une intensification des extrêmes, des pluies intenses, des inondations et des sécheresses. Voilà. Et puis, du coup, un accroissement des inégalités d'apport d'eau. Et on a une évaporation qui augmente avec le réchauffement, ce qui tend à réduire la quantité de ressources en eau disponibles. Donc, ce n'est pas très positif quand même. Mais on a d'autres impacts. On a aussi des impacts écologiques. Bon, ça, je vais aller très vite, mais écologiques, économiques et humains. On s'attend à une dégradation de la qualité de l'eau, là où les débits vont baisser. On va avoir des concentrations qui vont augmenter. Si la température aussi augmente, on va avoir des réactions biogéochimiques qui vont être plus importantes, etc. On s'attend à du stress hydrique sur les écosystèmes, ce qui a un impact négatif sur la séquestration du carbone. On s'attend à une augmentation des risques. Voilà, inondations, glissements de terrain, incendies, ça on a beaucoup vu aussi récemment. Des impacts économiques, assurance, énergie, industrie. Oui, je vous ai mis ça. Les fissures, ça c'est un sujet énorme en fait. Hein. C'est le sinistre climatique le plus coûteux, les fissures des maisons. Enfin, moi j'ai découvert ça en préparant ça, mais c'est voilà. Et puis des impacts humains, évidemment, le niveau de vie, la santé, les migrations. On a beaucoup de migrations de population. Il y a des zones qui sont plus habitables et donc voilà, des populations qui bougent. Voilà. J'arrête sur les points négatifs. En France, on en est où? Donc voilà des simulations. Donc là, c'est les changements de pluie entre la fin du 21e siècle, donc entre 2100 et 2000. Voilà. Alors, il faut distinguer l'hiver et l'été. Hein. Bon, donc on a les données en hiver, les données en été et les données sur l'année entière. En hiver, on s'attend à une augmentation des pluies dans la partie nord. Bon, ça, pas forcément autant que dans le Nord-Pas-de-Calais aujourd'hui, mais voilà. Et dans le sud, une petite baisse. En été, on s'attend à une baisse partout et très très forte autour de la Méditerranée. Autour de la Méditerranée, on s'attend à des moins 50% de pluie. Bon, ce qui donne, du coup, au global, une baisse assez forte des pluies dans le sud et puis une petite augmentation dans le nord. Attention, en France, je vous ai parlé de contraste dans l'espace. En France, on est à la limite nord-sud
avec une partie sud plus chaude, moins de pluie, et une partie nord, plus de pluie. Et en fait, la limite nord-sud, elle passe au milieu de la France. On ne sait pas bien où. Donc, en fonction des données climatiques qu'on utilise, bon, dans le sud de la France, on est tous d'accord. Dans le nord de la France, en fonction des données climatiques qu'on utilise, on n'a pas tout à fait les mêmes conclusions. Donc voilà, encore attention aux incertitudes. Ces pluies-là, qu'est-ce que ça donne sur les estimations de débit en hiver? Donc en hiver, alors en rouge, on a les baisses de débit. Voilà, en hiver, une baisse de débit en rouge, donc un peu partout, et en bleu, une augmentation de débit. Voilà. Par contre, en été, on a une baisse des débits absolument partout. Là, on a les cartes d'incertitude. Voilà, et on voit bien que le nord, on a beaucoup plus d'incertitudes dans le nord que dans le sud. Bon, en conclusion, sur le changement climatique en France métropolitaine, on est à peu près sûr que les ressources en eau, elles vont baisser en été. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel tout le monde se met d'accord. Et aussi sur l'intensification des extrêmes. Plus de sécheresse, plus de crues, ça, on est tous d'accord. Et toute l'année au sud. Voilà. Pour le nord de la France, c'est moins clair. Donc voilà où on en est. Donc c'est quand même un bilan qui est alarmiste, je pense qu'on peut le dire. Et donc on va maintenant parler d'adaptation, de ce qu'on peut, ce qu'on doit faire. Donc moi j'ai essayé de faire quelque chose d'assez factuel. Je ne suis pas là, bien sûr que moi j'ai un avis de citoyenne. Bon, forcément, on va le sentir quand je parle, mais j'ai essayé de vous présenter ce qui est dit, ce qui se fait, ce sur quoi la science s'accorde ou est en désaccord. Voilà, c'est pas. J'ai essayé de ne pas faire de parti pris. Donc l'adaptation, on peut reprendre cette phrase, on ne peut plus vivre, consommer et gérer aujourd'hui nos ressources comme nous le faisions auparavant. Il nous faut intégrer qu'elles ne sont pas inépuisables. Et donc, oui, là, on vient de voir les cartes on l'observe aujourd'hui. Toutes les projections changement climatique, elles nous montrent qu'a priori, ça va être beaucoup plus compliqué très souvent. Il faut changer quelque chose. Alors, qu'est-ce que le gouvernement nous propose? On a eu d'abord les assises de l'eau, mais ça, c'était avant 2022, avant la sécheresse 2022. Il y a beaucoup de changements de mentalité après la sécheresse. Une fois qu'on a été contraint individuellement, on est beaucoup plus prêt à réfléchir et à s'adapter. Donc, on a eu les assises de l'eau en 2017-2018. Bon, personne ne me contredit, je crois que c'est les bonnes dates. Mais qui reprennent un peu des points qui sont là. Et puis, en mars 2023, donc quelques mois après la sécheresse de 2022, on a le plan eau qui est présenté par le président, qui propose 53 mesures pour l'eau et qui s'appelle donc Plan d'action pour une gestion résiliente, sobre et concertée de la ressource en eau, avec 6 grands axes. Le premier, sobriété. Donc, on consomme moins d'eau. Le deuxième, disponibilité. On fait en sorte d'avoir plus d'eau, d'avoir plus de ressources. Le troisième, préservation. On essaye d'avoir une eau protégée, de bonne qualité. Le quatrième, les moyens pour tout ça. Le cinquième, comment répondre aux crises sécheresse. Et le sixième, des engagements tenus. Donc, c'est le fait qu'ils rendent des comptes régulièrement. J'ai hésité, mais il y a des points qui sont quand même importants à présenter, donc on va le faire rapidement, mais je trouve que c'est important d'avoir tout. Sur la sobriété, donc le grand chiffre qu'on entend, pas tous les jours, mais très souvent dans les médias, c'est l'objectif de moins 10% de prélèvement en 2030. Donc le principe d'économie. Pour ça, il y a des actions auprès des industriels, des agriculteurs, des citoyens, et il y a un gros volet de sensibilisation. Le deuxième, c'est, donc toujours dans sobriété, c'est mieux planifier. Donc ça, c'est quand même intéressant. L'objectif, c'est de décliner ces plans territoire par territoire. Donc de faire des plans à l'échelle de chaque grand bassin versant. Donc un bassin versant,
C'est une entité hydrologique. C'est toute une zone qui, à un moment ou à un autre, va avoir un même exutoire. Donc, c'est la zone associée à un grand cours d'eau. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de réfléchir à différentes échelles, à l'échelle des grands bassins versants, mais aussi à l'échelle des petits bassins versants, et donc des 1100 sous-bassins versants. Bon, le dernier point, c'est mieux mesurer. Il y a pas mal de suivi, mais c'est vrai qu'il y a des zones ou des périodes où on n'a pas tant d'infos que ça sur où on en est de la ressource. Le deuxième axe, c'est la disponibilité de l'eau. Alors, le premier, c'est l'eau potable et réduire ses fuites. Il y a des zones où on est quand même à, je vous ai parlé de 20% en moyenne en France, il y a des zones où on est à plus de 50%. Ouais, donc c'est énorme. Après, c'est pas non plus des quantités énormes par rapport aux ressources, hein. Mais bon, voilà, ça un point. Un point qui me paraît un changement important, c'est la valorisation des eaux non conventionnelles. Donc la disponibilité, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser finalement, là on n'utilise que de l'eau de nappe et de rivière, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser l'eau de pluie, l'eau de ruissellement en ville, nos eaux usées traitées? Voilà, avec tout un tas de choses, de projets associés à ça. Le troisième point pour la ressource, c'est on va stocker de l'eau. On va stocker de l'eau, on va retenir l'eau. Et donc, c'est améliorer le stockage dans les sols, les nappes, les ouvrages. Et c'est là-dedans qu'on va trouver modernisation et création de projets de retenue, donc les méga-bassines notamment, et la recharge maîtrisée des aquifères. Donc ça, c'est des choses assez nouvelles, hein. C'est des choses, ce volet eau non conventionnelle et stockage, la recharge maîtrisée notamment, c'est des choses qui se font dans pas mal de pays, qu'on ne faisait pas du tout. Mais c'est des choses voilà, très nouvelles en France. Les autres points, donc les autres axes, préserver la qualité, donc prévenir les pollutions, restaurer le grand cycle de l'eau, ça on n'a pas besoin. Si, il y a un point très important, la désimperméabilisation. Là, on est sur un bilan 0%. On ne doit plus augmenter les zones imperméables. On peut en remplacer certaines par d'autres, mais ça, c'est un point qui sort beaucoup. Évidemment, réduire les intrants, renaturer, restaurer les zones humides, etc. Voilà. Dans l'axe 4, mettre en place les moyens d'atteindre ces ambitions. Il y a donc le premier point, améliorer la gouvernance de la gestion de l'eau. Là, on crée ou on modernise tout un tas d'instances qui existaient déjà, mais qui ne vivaient pas forcément beaucoup. Les clés, les commissions locales de l'eau, les SAGE, schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. Voilà, on veut vraiment qu'aux échelles locales, on discute ensemble, que toutes les parties prenantes discutent des décisions sur l'eau. Il y a l'aspect tarification. On a beaucoup parlé, quand on était en période de stress, de tarification. Au-delà d'une certaine quantité ou dans certains contextes. Voilà, on pourrait avoir 2 prix de l'eau en fonction de ce qu'on consomme, en fonction de la période. Voilà. Investir dans la recherche et l'innovation. Ça, j'aimerais vous dire que c'est bon, mais je trouve que pas beaucoup. Mais bon, c'est pas le sujet. Sur les crises sécheresse, moi, j'ai pas mal de collègues qui sont dans les services de l'eau. Ça a été vraiment un très, très gros bazar en 2022, hein. Il y avait les infos, elles sont très peu remontées. Le ministre, un jour, est venu râler très fort parce qu'en fait, ils avaient aucune idée de qui avait de l'eau potable ou pas, en fait. Ils n'avaient pas idée des niveaux. Enfin, bon, donc ça a été assez chaotique. Donc là, il y a eu il y a un guide sécheresse qui a été proposé. J'avoue que je l'ai pas lu encore, mais pour préciser les conditions de déclenchement, ils ont beaucoup travaillé sur justement les procédures à suivre en cas de sécheresse et à partir de quel moment on peut définir quelle procédure, etc. Et puis il y a un site qui pour nous est intéressant, pour chacun de nous, le site Vigio, sur lequel on peut connaître les restrictions associées à notre zone. Et puis des engagements tenus, tous les 3 mois, ils nous font, ou 6 mois, ils nous font des remontées. Donc voilà les grosses mesures, hein, vous pouvez le lire, c'est disponible, hein, il y en a 53, quelques mesures qui m'ont paru intéressantes. On va regarder ensemble quelques solutions. Des solutions qui permettent soit de retenir, soit de réutiliser l'eau.
L'eau, elle peut être stockée où? Elle peut être stockée dans le milieu naturel ou dans les infrastructures, dans des bassins. On a 2 solutions, un peu à l'opposé en fait. La première solution, c'est les méga-bassines. Donc je prends l'eau de milieu naturel et puis je la mets dans une infrastructure et puis je la garde. Voilà. La deuxième solution, c'est exactement l'inverse. J'ai de l'eau dans des infrastructures, les eaux de mes stations d'épuration par exemple, et je vais les mettre dans le milieu naturel. Donc je peux stocker dans l'un ou dans l'autre. Le milieu naturel, il a pour avantage d'être inertiel et de potentiellement épurer. Et puis, j'ai une autre solution, toutes mes eaux de mes infrastructures, mes eaux pluviales urbaines, etc., mes eaux de stations d'épuration, est-ce que je ne pourrais pas leur faire une deuxième vie? Donc on va voir, on va voir ensemble ces 3 solutions. Et on commence par les méga-bassines. Les méga-bassines, donc c'est une retenue d'eau. Il y a tout un tas de retenues d'eau, hein. On a les retenues collinaires, des réserves alimentées par un pompage dans le cours d'eau. Là, c'est pareil, mais c'est en dérivation. On a des barrages. Et puis, on a des réserves qui sont alimentées, cette fois-ci, par un pompage dans la nappe. Donc, je prends du milieu naturel et je mets dans la nappe. Ça s'est appelé très longtemps retenue de substitution, hein. C'est assez récemment, c'est qu'en 2008 qu'on a appelé ça des bassines et très récemment qu'on a appelé ça des méga-bassines. Donc, nous, on est dans ce cas-là. Pour parler des méga-bassines, j'ai repris des choses de mon collègue Alexandre Deloménie. Donc, si vous voulez regarder, voilà, il a une page YouTube là où il y a encore plus détaillé ce que c'est qu'une méga-bassine avec les enjeux associés. Alors, une méga-bassine, qu'est-ce que c'est? Bon, je pense qu'on a tous quand même bien entendu parler de ça dans les médias, hein. C'est ça. Donc c'est un réservoir d'eau qui est construit en surface, surélevé par des digues, avec un fond imperméable, qui a pour objectif de stocker de l'eau puisée essentiellement en souterrain, éventuellement en rivière. Le rôle d'une bassine, c'est de prendre de l'eau l'hiver, quand l'eau est abondante, dans un objectif agricole. Donc ça, c'est une vue aérienne de la méga-bassine de Sainte-Soline en mars dernier. Donc on voit que c'est des sujets qui suscitent beaucoup de conflits. Ce qu'on voit aussi sur cette photo, c'est la taille énormissime de ces bassines, hein. Donc ça fait 10 hectares, on ne voit même pas les petits bonhommes, hein. C'est l'équivalent de 14 terrains de foot ou de 175 piscines olympiques. Donc c'est des volumes et des tailles gigantesques. Comment? Eh ben, vous serez peut-être champion de la méga bassine. Alors, comment elle vient d'où l'eau des méga bassines? C'est des pompages dans des nappes libres. Donc une nappe libre, c'est ça, on a le milieu souterrain. Donc j'ai un cours d'eau et puis j'ai ma nappe qui du coup est connectée, elle est en proche surface, elle est connectée à la surface, elle va se recharger à chaque fois qu'il pleut. Et l'idée, c'est de pomper en hiver. Donc ça, c'est un graphique de débit. Le débit il est en bleu. En vert, c'est un graphique de niveau de nappe. L'idée, c'est de pomper pendant ces pics, quand justement les niveaux sont très hauts, que de toute façon, c'est de l'eau qu'on n'utiliserait pas. Ou voilà. Dans les niveaux hauts de nappe, c'est là qu'on prend l'eau pour remplir nos méga-bassines. Donc le principe, c'est de puiser une eau qui serait en excès. Donc vous avez vu que c'est marqué discutable, effectivement. On en parlera après, et qui finirait perdue à la mer. Alors, l'argumentaire pro-bassine. L'argumentaire pro-bassine, c'est qu'en sécheresse, en période de sécheresse, assez logiquement, on priorise l'alimentation en eau potable. Il y a impossibilité d'irriguer. Du coup, pour certains agriculteurs, c'est une nécessité d'avoir recours au stockage. Avec 2 arguments qui sont annoncés. Le premier argument, c'est sur la quantité. L'intérêt d'avoir des méga-bassines, c'est qu'on va moins puiser l'été. Donc les bassines permettront de moins puiser en essai, donc de préserver les niveaux de nappe, ce qui permettra même
de mieux garantir l'approvisionnement en eau potable sous changement climatique. Donc j'annonce les arguments, hein. Un argument sur la qualité, pardon, c'est que du coup l'amélioration des niveaux de nappe et donc l'amélioration des débits des cours d'eau, hein, en fait les cours d'eau ils sont soutenus par les nappes, vont permettre de mieux préserver les écosystèmes et des milieux aquatiques. Voilà, donc finalement c'est très positif. Alors qu'est-ce qu'en disent les scientifiques? Ce que disent les scientifiques, c'est que les impacts quantitatifs, oui, ils peuvent être positifs, mais au cas par cas. Dans certains contextes, donc hydrogéologiques et climatiques, effectivement, on peut avoir une augmentation des débits des cours d'eau en printemps et en été, puisqu'on va moins pomper. Donc effectivement, on peut avoir un impact positif. Il y a eu tout un tas de débats, on ne va pas en parler en détail, hein, sur les rapports du BRGM, mais en fait, sur Sainte-Soline, je ne sais pas si certains l'ont lu, mais oui, il y a un effet potentiellement positif. Ce que disent les scientifiques, c'est qu'il y a quand même un risque de priver les usagers et l'écosystème à l'aval. Ce que disent aussi les scientifiques, c'est qu'il y a un effet pervers en cas de sécheresse longue. En fait, il y a des boucles perverses, sécheresse, stockage, sécheresse. En gros, on fait une retenue. C'est positif pour l'approvisionnement en eau. Donc, il y a moins de restrictions d'eau. Donc, c'est bien, on a des conséquences économiques positives, une pression sociale et finalement, on est poussé à recréer des bassines, en fait. Bon, mais il y a aussi d'autres circuits. J'ai beaucoup d'eau, donc finalement, j'augmente ma demande en eau. Et donc, finalement, j'ai encore des restrictions d'eau. Ou un autre, j'ai beaucoup d'eau, donc en fait, j'augmente ma dépendance, je suis plus vulnérable. Donc, finalement, c'est pas... on rentre potentiellement dans un cercle négatif. Alors après, ça, c'est ma collègue Florence Abetz qui était très fâchée du mot de l'eau en excès. C'est pas possible, c'est un fantasme idéologique et technique. Donc effectivement, c'est un fantasme idéologique, la notion d'eau en excès. Ça n'a pas vraiment de sens en environnement et même de l'eau, même des crues où là, on a de l'eau en excès. En fait, ça a un rôle. Les crues, ça va apporter des sédiments, des limons, des choses qui peuvent être intéressantes. Elle parle aussi de fantasmes techniques. Il est impossible, donc elle dit, il est impossible de garantir que l'eau qui sera pompée dans les nappes pour remplir ces bassines sera bien une eau en excès. Effectivement, on manque de connaissances, d'instruments de mesure. On a encore des incertitudes sur les modèles. Il y a tout un tas d'incertitudes. Et puis, on ne sait pas non plus exactement ce que donnera le changement climatique. Donc, on ne sait pas si on aura de l'eau en excès. Sur l'évaporation, qui fait beaucoup débat, il y a eu quelques études, hein, c'est très récent les débats là-dessus, donc il n'y a pas beaucoup de choses, mais on avait une publique qui annonçait une évaporation entre 20 et 60% en période très sèche, et puis plus récemment, l'Académie d'agriculture, ils annoncent plutôt des évaporations entre 3,5 et 11%. C'est pas la même chose, absolument. Mais bon, 60%, peut-être... Enfin, bon, moi, ça me paraît un peu élevé. Bon, en tout cas, il y a différents chiffres. Hein. On ne peut pas prendre ce chiffre de 60% partout. Après, là, c'est plus tellement scientifique, mais... pas science hydro, quoi. Après, les grandes questions associées à tout ça, c'est pour qui et qui finance. Et c'est vrai que c'est pour une partie des agriculteurs seulement. Là, on parle beaucoup de privatisation de l'eau. Tant que l'eau elle est dans le sous-sol, elle est à nous tous. Une fois qu'elle est dans la méga-bassine, finalement, elle est aux agriculteurs qui sont raccordés. Le financement, donc là, c'est l'exemple des 16 bassines du Marais de Poitevin. C'est des coûts énormes, hein. On est à 76 millions d'euros. Et c'est à 70 ou 68% des fonds publics. Donc c'est vrai qu'on se pose la question de fonds publics pour une partie. Et puis, un point qui est quand même important aussi, ce ne serait pas rentable si justement il n'y avait pas ces fonds publics.
Et c'est vrai que ça questionne un peu de tels financements, alors que l'agriculture biologique, elle subit une crise importante. Voilà, c'est des choix, c'est des arbitrages à faire. Alors une question plus large, c'est, enfin plus large, mais finalement assez centrale, hein, c'est pour quelle agriculture? Et l'argument anti-bassines, c'est de dire que finalement, les bassines, les méga-bassines, c'est une maladaptation au changement climatique. Donc stocker de l'eau pour irriguer, finalement, on a combien? On a 7 de la surface agricole utile, qui est irriguée en France, et c'est irrigué pour, beaucoup le maïs et certaines céréales, cultures de fourrage et protéagineux, je n'aime pas trop ce mot, qui ont des débouchés industriels beaucoup vers les marchés mondiaux et l'alimentation des animaux d'élevage. Voilà. Et c'est vrai que pour les scientifiques et les militants écologistes, finalement, les méga-bassines, ça favorise le modèle agricole productiviste avec intrants, eau, énergie, subventions. Et ça ne favorise pas, puisqu'on a de l'eau avec ça, ça ne favorise pas la transition vers autre chose, vers une agriculture plus durable, plus économe en eau, plus vertueuse. Voilà. Et donc, finalement, la question qu'il y a derrière tout ça, hein, c'est l'évolution du modèle agricole qu'on veut face au changement climatique. Avec deux modèles, je ne sais pas quelle heure il est, je pense que j'ai largement hyper dépassé. Il est minuit. Bon, et donc là, on oppose les écologistes et les productivistes. Non, mais je vais aller très vite là-dessus. En gros, on a deux modèles, hein. On a le modèle productiviste, il faut produire plus et donc optimiser les processus, récupérer l'eau plutôt qu'elle parte à la mer. Et donc, il faut construire des bassines avec du coup des solutions techniques, des infrastructures. Et puis, de l'autre côté, on a l'objectif premier, préserver l'environnement, lutter contre le changement climatique. Et donc, il faut changer de modèle agricole, changer nos pratiques. Et alors après, et donc ça, là, on demande aux scientifiques de travailler sur justement des modèles agricoles qui seraient compatibles avec les ressources dont on dispose. Et donc ça, après, c'est des choix à faire avec, j'essaye d'être neutre, mais quand même une urgence urgente. Le changement climatique, voilà, on ne pourra pas de toute façon continuer comme ça. Alors, il faut mettre en balance ces deux objectifs. Voilà, après, à chacun de faire le choix. Bon, je vais aller rapidement. Un autre sujet, donc tout nouveau, donc on a fini sur les méga-bassines, hein. En France, c'est l'utilisation des eaux non conventionnelles. Donc ces eaux non conventionnelles, c'est quoi? Des eaux usées traitées, des eaux de ruissellement urbain, des eaux de ruissellement agricole, des eaux industrielles traitées, avec notamment les eaux usées traitées qui sont très en vogue en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est une ressource en eau pérenne. Et là où on habite, nous, on produit de l'eau traitée et c'est là où on va avoir besoin d'eau. Donc, on a de l'eau tout le temps et puis elle est là où on est. Cette eau, elle est d'habitude perdue, entre guillemets. Elle est à 96% en France rejetée à la mer. Pardon, pas rejetée à la mer, rejetée dans les cours d'eau ou directement dans la mer, mais qui, à un moment ou à un autre, se retrouve dans la mer. Le problème potentiel, c'est que les eaux usées traitées, ce n'est pas des eaux potables. Elles sont traitées pour être d'une qualité correcte, je ne sais pas bien ce que ça veut dire pour l'environnement, mais ce n'est pas du tout de l'eau potable. Et il reste des micropolluants qui peuvent être toxiques, des résidus pharmaceutiques, donc des résidus de médicaments, ou vétérinaires, des pesticides, des molécules organiques dérivées des plastiques, des métaux, des métalloïdes, etc. Et il reste aussi des micro-organismes, il reste des bactéries, des virus potentiellement pathogènes. Et donc, il y a des grandes questions associées à ça. Est-ce qu'on peut utiliser cette eau ou pas? Alors, ces eaux usées traitées, ces eaux non conventionnelles, on veut s'en servir pour quoi faire? On veut s'en servir pour faire ce qu'on appelle de la reuse. La reuse ou de la reuse, vous entendez ça un peu dans les médias, c'est de la réutilisation directe. Laver les eaux de voirie avec de l'eau usée traitée. On veut s'en servir pour recharger les nappes. On veut s'en servir pour
faire du soil aquifer treatment, donc du traitement. En fait, on veut que, en injectant dans le souterrain, l'eau soit naturellement épurée. On veut aussi s'en servir pour prévenir l'intrusion saline. Si j'injecte des eaux douces, ça permet de maintenir l'eau salée plus loin. On veut s'en servir pour faire de l'eau verte aussi en ville, pour faire des îlots de fraîcheur et avoir des zones vertes en ville. Mais il y a deux grandes questions associées à ça. Hein. C'est quel est le devenir des contaminants? Donc on a listé que pour les eaux usées traitées, mais on en a d'autres. Avec chaque eau non conventionnelle, on a une liste de contaminants. Qu'est-ce qu'ils deviennent dans l'environnement? Est-ce que la nature va les traiter comme il faut? Et puis, quel est le risque pour l'humain? Est-ce qu'il y a une exposition humaine ou pas? Voilà. Un deuxième point, c'est l'appropriation par les parties prenantes, donc par nous tous. Quelle est la perception individuelle et collective de tout ça? En gros, on trouve ça super pour les autres, les eaux usées traitées, mais peut-être pas quand même pour nous. Hein, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça. Et ce que sont prêts à faire les politiques publiques. La réutilisation des eaux dans le monde, c'est 11%. Nous, on est à 1% aujourd'hui, hein, avec un objectif en 2030 d'être à 10%. Il y a des pays qui sont champions de la réutilisation. La ville de Mexico, on est à 100% de réutilisation. L'Espagne, on est à 15%. L'Italie, à 8%. Israël, 89%. Bon, je ne vais pas vous donner le détail. Nous, on est à 1% avec donc l'objectif d'être à 10 en 2030. Et il y a eu deux arrêtés. Il y a eu un arrêté en août qui a largement élargi l'utilisation de ces eaux. Donc en août dernier, les usages on a autorisé le nettoyage des voiries, l'arrosage des espaces verts et simplifié toutes les procédures pour réutiliser les eaux. Eau de pluie et eaux usées traitées. Et puis là, très récemment, le 28 décembre, j'avoue que moi, je ne l'ai pas vu passer du tout, cet arrêté, on l'a autorisé pour l'agriculture, avec, alors il faudrait le lire en détail, hein, mais des seuils de qualité de l'eau traitée en fonction des usages. Alors, voilà, je cite, hein, à condition de mobiliser des barrières appropriées permettant de garantir un état sanitaire de l'eau adapté à l'usage. En fait, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui travaillent là-dessus, sur finalement le risque toxicologique. Si j'arrose avec mes eaux usées traitées, quel contaminant je vais avoir dans le fruit ou le légume que je vais manger. Et on n'est pas encore très au clair sur tout. La réutilisation des eaux, un autre exemple, donc c'est la recharge maîtrisée, qui est une solution basée sur la nature. Le principe, c'est d'infiltrer de l'eau. Donc je prends des eaux usées, des eaux non conventionnelles. Donc là, on regardera un exemple avec les eaux usées traitées. Je vais les mettre dans des grands bassins. J'infiltre, donc ça arrive dans la nappe. J'espère que quand ça passe dans le sol et l'aquifère, c'est naturellement épuré. Donc si, j'espère. Et puis comme ça, derrière, je peux réutiliser pour le pompage. Je peux repomper, voilà. L'objectif principal, c'est d'augmenter la recharge. Ce qui est fait dans pas mal de pays, donc Israël, je vous ai dit, ils sont à 89%. Ça, c'est un exemple de recharge maîtrisée pour l'alimentation en eau potable. Donc en fait, c'est des très grands bassins dans lesquels on infiltre les eaux usées des stations d'épuration. Par contre, c'est un traitement, c'est pas les traitements biologiques classiques qu'on a dans beaucoup de petites stations d'épuration, c'est un traitement très poussé. Et donc, on met dans ces grands bassins, ça s'infiltre, c'est assez lent. Et donc, ça s'épure pas mal. Et puis, il pompe quelques kilomètres derrière et c'est utilisé directement pour l'eau potable. Oui. Oui, alors, oui, mais ils font biologique et chimique. Alors, le détail, je ne sais pas, mais c'est pas bout activé classique comme on... Pourquoi faire? Ah, en fait, c'est... Ouais, alors c'est très grand, tout est relatif. J'ai pas de dimension, ceux-là, moi, je les connais pas. 128 millions de mètres cubes par an qui sont infiltrés.
Bon, je vais vous montrer un exemple après. Effectivement, j'ai pas de dimension, mais c'est beaucoup plus grand que l'exemple que je vais vous montrer après. Donc, on peut faire de la recharge maîtrisée et du coup de la réutilisation derrière pour l'eau potable avec des eaux usées traitées en amont. En France, on en est où de ça? Eh ben, on en fait très peu de la recharge artificielle. On en fait un petit peu avec des eaux de rivière qu'on va pomper et infiltrer dans des nappes, souvent à côté. Et il y a des projets avec les eaux usées traitées. Mais c'est des projets qui font débat, hein, c'est ce que je vous ai dit à l'instant. Moi, j'étais sur un projet à côté de Perpignan. Les Pyrénées-Orientales, ils ont vraiment un déficit en eau très, très fort. Et donc, ils réfléchissent, enfin, c'est un projet qui est très avancé, à réutiliser, à infiltrer de l'eau traitée. Et ben, c'est quand même la panique dans la population. Enfin, personne n'a très envie, hein, faut être honnête. Voilà. Et donc, il y a un site sur lequel c'est fait, le site d'Agon-Coutainville, sur lequel moi je travaille. Donc, c'est le deuxième exemple que je voulais vous donner. Bon, en gros, on infiltre des eaux de stations d'épuration dans des bassins. Et puis après, ça met 6 mois, 1 an dans le souterrain pour rejoindre la mer. Et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on suit tout un tas de contaminants. On a tout un tas de piézomètres et on prélève des sédiments, de l'eau, on prélève même des coquillages dans la mer et puis on regarde s'ils sont contaminés ou pas et est-ce que finalement la nature nettoie tout ça. Je ne vous parle pas de ce résultat, mais on a encore beaucoup d'interrogations. On voit qu'il y a des contaminants qui effectivement sont épurés par la nature, mais il y en a d'autres qui sont très persistants. Voilà, donc on travaille beaucoup, beaucoup là-dessus. Le tout dernier point, avant la conclusion, c'est les notions de perception d'appropriation des solutions. Donc on a vu quelques solutions. Alors on peut citer cette phrase d'Aurélien Rousseau. La balance bénéfice-risque change profondément d'équilibre. Depuis l'année dernière, nous avons adapté notre approche de la consommation d'eau potable et de tout un tas de choses. En fait, toutes ces solutions, elles présentent des risques et des bénéfices. Et c'est vrai que l'été 2022, en tout cas en France, a fait basculer beaucoup de choses. Il y a des choses dont on ne voulait pas entendre parler avant. Et puis quand même, maintenant qu'on a touché du doigt le fait que réellement, certains ont ouvert leur robinet et n'ont pas eu d'eau qui a coulé, les mentalités évoluent et l'acceptabilité. Mes collègues SHS me disent que c'est interdit ce terme, mais moi je le comprends bien. L'acceptabilité est différente. Voilà. Bon, en synthèse, après il y en a plein des solutions, hein, mais bon, on n'a déjà pas le temps. En synthèse, donc il y a tout un tas de choses qui sont listées et d'autres qu'on n'a pas listées, mais qu'il faut faire, hein. Le premier point pour s'adapter, c'est diminuer les prélèvements. Ça, c'est une évidence. Modifier notre pratique et qui permettent de diminuer non seulement l'eau, mais aussi l'utilisation d'énergie, de matériaux, de terre, etc. Il faut qu'on limite tout et on a vu que l'eau, elle était dans chacun de tous nos autres usages. Sur le secteur agricole, il y a des pratiques agroécologiques qui peuvent être mises en place. On peut modifier, faire une amélioration variétale. On peut augmenter l'efficacité de l'irrigation, mais attention au rebond, à la maladaptation, hein. Du coup, on est encore plus demandeur. Il y a le poids de l'élevage qui peut être discuté, du maïs. On peut augmenter le stockage d'eau, mais raisonner de manière concertée. Sur les modes de vie, on peut, nous, baisser notre consommation d'eau potable. On peut moins consommer d'électricité, ce qui signifie aussi moins d'eau. On peut manger moins de viande, éviter le gaspillage alimentaire. Et puis avoir une sobriété dans toutes nos activités et nos consommations de produits, notamment textiles, papier, qui sont des très gros consommateurs. Et puis, ah oui, on peut aussi passer aux biocarburants et méthanisation qui vont du coup, qui permettent d'avoir moins d'émissions et donc de limiter tout ce cycle. Bon, ça c'est un sujet. Ensuite, des changements structurels. Il faut
Donc là, il y a des choses qui sont proposées sur renforcer les politiques existantes, réduire les fuites, prévenir les risques inondations, etc. Ne pas forcément développer la production électrique qui utilise de l'eau, utiliser des solutions qui sont moins dépendantes à l'eau, réfléchir aux conflits d'usage de l'eau et aux conflits potentiels avec d'autres politiques. Donc ça, c'est vraiment l'idée de faire de la, de la co-construction, de mettre tous les acteurs ensemble. On ne peut pas gérer l'eau que l'eau, en fait. Il faut que tout le monde soit autour de la table. Et puis, on a parlé aussi de politiques de tarification de l'eau qui peuvent aussi être incitatives. PV, où est-ce que je vous ai mis PV? Photovoltaïque ou d'autres. Ah, mais vous lisez toutes mes slides. Hein. Bon, en grande conclusion, qu'est-ce qu'on a vu? En France, le réchauffement climatique va diminuer de manière très certaine les quantités de neige, de glace et les ressources en eau en été. Donc, c'est la fin du paradigme de l'abondance. Ça, je pense qu'on est assez clair là-dessus. Si les prélèvements d'eau augmentent en même temps, ben, on va avoir des situations de défaillance, hein, avec une offre qui est inférieure à la demande. Un point, c'est que l'eau est un bien commun. La gestion de l'eau, elle doit être concertée. Donc, on doit faire ce qu'on appelle de la co-construction. Le stockage artificiel, on a vu que ce n'était pas une solution miracle. Ça peut marcher un temps, mais avec des risques de boucles négatives, hein, perverses. L'eau n'est pas juste une ressource, c'est aussi un facteur de risque, avec beaucoup d'incertitudes sur les crues, inondations. Donc, il faut qu'on gère aussi nos espaces avec des zones qu'il va falloir gérer différemment. Et puis à l'échelle mondiale, tout ça, ça va avoir des répercussions sur le commerce, mais sur l'immigration. Hein, on a déjà beaucoup de mouvements de population qui vont impacter la planète entière. Et donc, tout ça fait que individuellement et collectivement, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on change les choses. Et je vous remercie de votre attention.